Salut à tous, bande de moules gratinées, et bienvenue pour de nouvelles anecdotes sur le film Gremlins que vous ne connaissez peut-être pas. Alors, bon, hop là. Lorsque Billy passe devant le cinéma, si les noms A Boy's Life et Watch the Sky ne vous disent rien, c'est normal, puisque c'était en fait les noms de tournage des films d'E.T. et de Rencontre du troisième type de Steven Spielberg. Steven Spielberg qui était producteur des Gremlins. Et ce n'est pas la seule référence à Spielberg. Eh ben, c'est en vérité une référence au film E.T. l'extraterrestre, puisque E.T. veut lui aussi téléphoner maison. Sachez en plus que la couleur de Gizmo est basée sur la couleur de Chauncey, le chien King Charles de Steven Spielberg. Ah, et le monologue de Kate, eh ben, quand elle parle de son père quand c'est dans la cheminée, eh ben, le monologue faillit ne pas apparaître dans le film, puisque Steven voulait le supprimer. Mais Joe Dante, le réalisateur, tenu bon, car il estimait que le côté tragico-comique de la séquence permettait de situer le ton du film. Ah, il faut savoir aussi que le nom Gremlin vient de l'auteur Roald Dahl, Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Comment ça, Karim Debache a déjà fait une vidéo sur les Gremlins? Je sers à quoi, moi, maintenant? Mais c'est pas vrai! Abonnez-vous à ma chaîne! Si dans le roman tiré du film, les Gremlins viennent de la planète Enz et furent inventés par un type nommé Mokturmen, dans la réalité le terme Gremlin viendrait d'une déformation de Fremlin, le nom d'une bière brassée dans le Kent et bue par de nombreux aviateurs anglais durant la Seconde Guerre mondiale, qui appelèrent Gremlin la cause de tout problème mécanique. C'est à cause de ces Gremlins de merde que nos avions se faisaient descendre pendant la dernière. La dernière? La dernière, la Deuxième Guerre mondiale. Et si l'on s'accorde à dire que ce fut l'auteur Roald Dahl qui popularisera le terme en 1943 lors de la parution de son tout premier livre pour enfants issu d'une collaboration avec Walt Disney pour en faire un long métrage, nous pouvons cependant retrouver trace des bestioles dans tout un tas d'affiches à l'intention des soldats durant la Seconde Guerre mondiale. Et même la radio CBS diffusa une pièce radiophonique nommée Gremlins durant l'émission Sailing Unlimited du 21 décembre 1942 animée par Orson Welles. I think we've got the gremlin problem licked. You do it with cream and then they won't bother you. In fact, they'll help you. Cream, yes. Just put it anywhere they can get at it. Good night and Merry Christmas! Début 1943, Disney se rendit même compte que de nombreux studios d'animation avaient également planifié des dessins animés mettant en scène des Gremlins, dont le plus connu fut celui avec Bugs Bunny, réalisé par Bob Clampett en 1943, et qui fera aussi le cartoon Russian Rhapsody l'année suivante. I'm a gremlin from the Kremlin. Tandis qu'un gremlin apparaît également dans le long métrage Johnny Doesn't Live Here Anymore de 1944, réalisé par Joe May. Oh no. Oh yes, you spilled salt. That's good for 7 weeks bad luck. A pity you didn't break a mirror. That would have meant 7 years. Yeah, but I'll do a good job in 7 weeks. Cheerio! Tout ça nous emmène en 1981 lorsqu'un jeune scénariste du nom de Chris Columbus, alors encore étudiant à la New York University's Tisch School of the Arts, ou Tisch pour faire court, décida de s'inspirer de sa peur nocturne de se faire bouffer par les souris de son appartement pourri de New York, pour écrire un Simnosis sur des monstres bouffant des gens, car il estimait qu'il n'existait plus de vrais monstres au cinéma depuis les Dents de la Mer, et qu'il fallait remédier à ça. Il nous faudrait un plus gros... Gremlins de merde. Nommé Gremlins, malgré le fait que ça n'a plus rien à voir avec la légende, son court script racontait alors l'histoire de Billy, un garçon âgé de 13 ans se voyant offrir par un vendeur mystérieux une curieuse créature toute poilue ultra mignonne, se multipliant au contact de l'eau, et ravageant tout sur son passage... Attends, c'est pas un épisode de Star Trek ça? Saison 2? Si, exactement! Trouble with Tribble?
Saison 2, c'est ça, la même histoire. Un épisode où Uhura se procure une boule de poil d'un marchand mystérieux qui se multiplie à vitesse prodigieuse et foutant la merde dans le vaisseau. D'ailleurs, 4 ans avant Star Trek, William Shatner s'était déjà confronté à un gremlin dans l'épisode de la 4ème dimension réalisé par Richard Donner. J'aimerais bien dire qu'il s'agit que d'une coïncidence, mais vu qu'en plus les deux épisodes furent ultra populaires... Oh, that guy. I've been complaining about him for years. Nobody does anything about it. Bref, fin 1981, après avoir bien rendu hommage à la carrière de William Shatner, Columbus envoya son script à tous les grands cinéastes d'Hollywood. Et c'est ainsi que Steven Spielberg, mettant la touche finale à son E.T. après avoir bien galéré sa mère pendant des mois à filmer une satanée marionnette, reçut sur son bureau le synopsis de Gremlins, ce qui tombait super bien puisque Steven avait comme projet de fonder une maison de production et cherchait des scénarios de films d'horreur cheapos à adapter, étant justement en train de terminer Poltergeist, réalisé par Tobe Hooper. Le plus fun étant que la même année, une autre histoire nommée Gremlins, mais écrite cette fois par Dan O'Bannon, le scénariste d'Alien, fut portée à l'écran pour le segment B-17 du film Heavy Metal, mais les Gremlins se furent changés au dernier moment par des morts vivants, pour des raisons que j'ignore. Et selon Dan O'Bannon, Alien de 1979 était déjà un Gremlins dans l'espace. Et tant qu'on est dans les changements de script, il faut dire que la version de Chris Columbus était bien différente du film que l'on connaît. Dans le second draft, daté d'avril 1982, Billy est un crétin qui déteste le mogwai, quitte à vouloir direct décapiter l'animal. C'est un sale con! Les Gremlins bouffent le clébard, la mère de Billy est une épave qui se fait trucider, tout le monde meurt, même Pete, le pote de Billy, et le seul moment un peu marrant, c'est quand des clients d'un McDo se font becter par les canailles, tandis que la nourriture reste intacte. En fait, rien ne différenciait ce script d'une masse de films de monstres préexistants et qui continueront à pulluler par la suite. Et le film se terminait sur Billy et Tracy, l'ancien nom de Kate, empêchant les Gremlins d'accéder à un château d'eau avant que les créatures partent en fumée grâce au lever du jour. Toutes sauf une, enfermée dans une boîte à outils et balancée nonchalamment dans un lac juste avant le générique de fin. C'est assez naze, les 3 règles ne sont pas énoncées, tous les personnages sont exécrables et le seul perso sympa c'est Rand, le papa de Billy, mais il disparaît à la moitié du script dans un salon professionnel. Et je pense que c'est ce scénario qu'eurent les développeurs Atari sous la main pour faire un jeu issu du film, puisqu'on y retrouve même la scène finale avec Billy dégommant les créatures. Et pour l'anecdote, ce n'était pas la première fois que le terme Gremlins apparaissait dans un jeu vidéo, puisque c'était aussi ainsi qu'étaient nommées nos victimes dans le jeu Death Race de 1976, inspiré et non adapté du film Death Race 2000, produit par Roger Corman. Death Race 2000 dont le trailer avait été monté par Joe Dante. Voilà, tout se recoupe, c'est merveilleux. Et le jeu commence, toujours pas par le thème du film, mais on est habitué désormais. En tout cas, le logo est similaire. À gauche, on reconnaît carrément le mogwai, et à droite, on dirait un fennec constipé, mais ça peut aller. Et on est accueilli direct par 3 Billy qui nous font un bras d'honneur. Sympa. Comme tout jeu Atari 2600 qui se respecte, le gameplay est tout simple en vérité. Le jeu est composé de 2 écrans chacun avec un gameplay différent, et chacun représentant une forme des créatures. Le premier écran constitue la partie mogwai où l'on joue Billy à l'extérieur de chez lui, on dirait, où 8 hamburgers sont soigneusement entreposés à ses pieds. Le but étant d'empêcher les mogwai qui tombent du haut de l'écran de les bouffer, en les rattrapant tout simplement. Si un mogwai chope un hamburger, il se transforme en cocon, et une fois qu'on a 8 cocons, on passe à l'écran suivant. Et si t'es parvenu à éviter que tous les hamburgers se soient fait bouffer après 4 vagues de 8 mogwai, il y a un décompte des points et on passe quand même à l'écran suivant. Ok, tu te demandes quand même s'il serait pas plus simple pour Billy de ramasser directement la bouffe au lieu d'attendre l'arrivée des bestioles, et je préfère pas savoir dans quelle partie de son corps le gamin entrepose les mogwai. Tout ce que je sais, c'est qu'au deuxième écran, Billy est parvenu à choper un flingue, merci la NRA. Et le but désormais est de buter tout Gremlins qui s'approche, avant que l'un d'entre eux n'atteigne le bas de l'écran et reconduise Billy à la frontière, je sais pas. Et une fois tous les Gremlins tués, on passe au niveau 5, ok déjà, et c'est reparti pour un tour. Puis la difficulté augmente, les mogwai tombent de plus en plus vite, ce qui fait qu'il est quasi impossible désormais de tenir les 4 vagues, tandis que les Gremlins, eux, se multiplient dorénavant au contact de l'eau. Et comme les flaques sont beaucoup trop proches du haut de l'écran, faut vraiment avoir du cul pour les buter avant qu'ils se multiplient. Ah, sachant aussi que Billy possède ici de cartouches de lumière, on va dire ça comme ça, qu'on peut utiliser en poussant le joystick vers le bas et qui paralyse les Gremlins un court instant, nous laissant le temps de les viser proprement. Oui, parce que tu passes plus de temps à chercher à les viser plutôt qu'à les zigouiller. Il aurait mieux valu restreindre le déplacement de Billy à quelques zones seulement, parce que c'est relou de tirer à côté à chaque fois. Ah, et tu peux aussi utiliser le flash une fois que les Gremlins sont touchés terre, pour les faire fuir. C'est assez original. Et Dieu seul sait où il se barre à chaque fois, mais c'est assez original. désolé.
En fait, Gremlins sur Atari 2600 n'est peut-être pas très extraordinaire, mais je trouve que son gameplay respecte assez l'œuvre originale, sans nous proposer un produit ultra compliqué comme ils avaient fait pour E.T. ou les Aventuriers de l'Arche perdue sur la même machine. Ok, au même moment, Atari te sortait aussi Paperboy et Marble Madness sur arcade. Ok, la concurrence sur micro commençait déjà à proposer des logiciels à la qualité 20 fois supérieure. Mais pour un jeu post-crise de 1983 sur une machine qui commençait sérieusement à accuser cette année, et je trouve que ça passe, allez. Bref, tandis que Chris Columbus peaufinait la troisième mouture du scénario, Steven Spielberg, lui, cherchait une bonne poire à qui refiler le bébé, ayant été saoulé par le tournage d'E.T. et ne voulant surtout pas replonger dans un projet quasi similaire. Et après avoir considéré un temps le jeune Tim Burton, après avoir bien apprécié son court-métrage Frankenweenie, Steven jeta son dévolu sur le réalisateur Joe Dante, qui venait tout juste de sortir Hurlement, l'un des 3 films de loup-garou de 1981, et qui était en train de réaliser le rêve de sa vie en assistant à un Jack Arnold unijambiste afin de faire le remake de La créature du lagon noir en 3D pour les studios Universal, avant que le projet soit brusquement arrêté, car Universal avait peur que le film fasse concurrence au 3e volet des Dents de la Mer, également en 3D et également produit par Universal. Joe Dante qui fut parfait pour un projet comme les Gremlins, puisque non seulement il était fan des films de monstres des années 30-50, mais il était de plus un habitué des productions fauchées. Et sur les conseils de Joe Dante, Columbus écrivit un nouveau scénario où les Gremlins n'étaient plus de vils meurtriers cannibales, mais se rapprochaient beaucoup plus de la légende d'origine, en retournant la technologie contre leurs utilisateurs d'une manière totalement ironique. Futterman est attaqué par son propre chasse-neige, la mère de Billy se bat dans sa propre cuisine, etc., etc. En donnant ainsi aux bestioles un côté comique anarchique, digne des Marx Brothers ou des anciens dessins animés de la Warner. Avec même un caméo de Chuck Jones ici qui passait par là. Et justement, puisqu'il fallait un studio pour supporter le budget du film, ce fut la Warner qui s'y colla. Déjà parce qu'ils étaient en train de produire le film de la 4ème dimension pour Spielberg, et surtout parce que ça leur permettait d'ajouter toutes les futures productions Amblin à leur escarcelle, ainsi que tous les futurs longs métrages du bonhomme. Ce qui permit à Joe Dante de bénéficier d'une paix royale du studio, puisque la Warner se fichait éperdument du film, elle faisait juste une fleur à Spielberg, mais il put également ainsi tourner le film intégralement en studio, ce qui était obligatoire vu toute la logistique qu'une production comme celle-ci nécessitait. De plus, le côté factice des décors de studio permettait non seulement de rendre hommage à tous les autres films de monstres tournés au même endroit, mais ça donnait aussi au film un côté irréel, collant avec l'aspect légende urbaine du script. Le film semble d'ailleurs tout droit sorti d'un livre pour enfants, avec son introduction en voix off dans le chouette Chinatown de Blade Runner, et se concluant par un magnifique matte painting de la ville endormie que j'aimerais bien avoir chez moi, créé par Rocco Giuffre, un dieu dans la profession ayant débuté chez Douglas Trumbull avec le premier Star Trek, ainsi que pour Blade Runner, et qui travailla également tout récemment pour La La Land, et qui nous a notamment dessiné aussi l'extraordinaire pays imaginaire dans le Hook de Steven Spielberg. Le fait de ne pas tourner le film en décor réel, ça donne en plus au long métrage un côté intemporel. Il pourrait tout autant se dérouler dans les années 50 que dans les années 80, si l'on nommait la coiffure aux Zach Galligan. Alors ok, ils se sont pas autant fait chier que pour Batman Returns, c'est-à-dire intégrer un système réfrigéré au décor, donc ça fait bizarre de voir un film se dérouler en hiver sans aucune buée sortant de la bouche des personnages, et aussi, vu qu'ils ont tourné le film dans les studios Universal, je ne peux m'empêcher de penser à Retour vers le futur chaque fois que je vois les Gremlins. Ce sont les mêmes décors. Et pendant que Chris Columbus planchait sur la 6ème mouture du scénario, Joe Dante fit appel au maquilleur Chris Wallace, avec lequel il avait déjà travaillé sur Piranhas et qui devait au départ faire le nouveau costume de la créature du lagon noir. Et si Joe Dante et Chris Wallace tentèrent de faire jouer les Gremlins par des singes en costume, ils abandonnèrent très vite l'idée, et un budget de 11 millions de dollars fut débloqué au final, soit exactement le même montant que pour E.T., alors qu'il y avait 100 fois plus de bestioles à fabriquer. De plus, au contraire d'E.T., le film nécessitait 2 versions différentes des marionnettes, avec une première forme Mogwai toute mignonne d'un côté, qui veut dire démon en chinois, et les Gremlins de l'autre. Le plus fun étant qu'à 2 mois des premières prises de vue, Spielberg eut une idée géniale. Alors que normalement Gizmo, le premier Mogwai, devait se transformer ensuite en Stripe, le Gremlins avec la frange, Spielberg, conscient du futur attrait des spectateurs pour l'animal, décida de faire de Gizmo le héros de l'histoire. Et Gizmo devait donc, toujours en Mogwai, accompagner Billy pour toutes les scènes finales, afin de participer à l'action. Je parie que tous les enfants voudraient en avoir un chez eux. Ils pourraient même remplacer le chien comme animal de compagnie. Mais le souci c'était que Chris Wallace avait conçu les Mogwai avec de trop petites jambes puisqu'il n'était pas censé se déplacer dans le script. Et comme il était beaucoup trop tard pour modifier l'apparence de l'animal, vous remarquerez qu'on ne voit aucun Mogwai se déplacer à pied de tout le film. Gizmo est emporté par Billy tout du long, foutu dans un sac à dos après la transformation, et même les passages en sac à dos nécessitaient tout de même 4 personnes pour manipuler la marionnette, et c'est aussi pour ça que Gizmo se déplace en petite voiture à la fin, qui est d'ailleurs un hommage au cartoon Feed the Kitty de Chuck Jones, que l'on peut voir hyper rapidement dans le film
film ici et qui a été remplacé pour les gros plans par To Please the Lady de 1950 pour éviter d'avoir trop d'extraits de dessins animés dans le film. Passage en voiture qu'on aurait pu voir dans un jeu d'arcade Gremlins en 1984, mais dont la sortie fut annulée suite au rachat d'Atari par Jacques Tramiel la même année. Et seul subsiste 3 minutes d'une promo d'époque sur le net. Déjà, fait assez rare, notez qu'on a droit enfin à la musique du film en fond. Et tel le retour du Jedi sorti la même année, où Indiana Jones et le Temple Maudit, le jeu était découpé en plusieurs séquences au gameplay différent. Le premier niveau nous mettait dans la peau de la mère de Billy, lors de la fameuse scène de la cuisine, où l'on doit envoyer des couteaux sur tous les gremlins popant à l'écran, avec en plus des animations de mort différentes quand on les bute près du mixeur ou près du micro-ondes. Et une fois un certain nombre de gremlins butés, on passe à Billy, dans la rue, qui doit éclairer les petits monstres sans se faire attraper, sinon il perd des points de vie. Bon, alors par contre, ce niveau ne semblait pas avoir une jouabilité extraordinaire, puisque j'ai l'impression que Billy, là, il galère sacrément sa mère. Enfin, pour le dernier stage, tu jouais donc Gizmo dans sa bagnole, traversant les rayons du grand magasin jusqu'à atteindre la fontaine, dans une séquence assez courte en vérité. Puis une fois le troisième niveau terminé, le jeu recommençait. Alors même si là on a l'impression d'un jeu déjà prêt pour sa sortie, je n'ai pu trouver nul prototype de disponible sur le net, et les seules informations que j'ai pu glaner ici et là prouvent que, malgré les images, le jeu était encore loin d'être terminé. Peut-être qu'un jour nous pourrons mettre la main sur une version jouable, mais ça n'a pas l'air d'être demain la veille. Par contre, je peux vous montrer le jeu Gremlins The Adventure, sorti sur Commodore et sur Spectrum, un jeu d'aventure textuel donc, par la société Adventure International, la célèbre compagnie de Scott Adams qui avait notamment fait les 3 premiers jeux vidéo Marvel. Voilà. Ah! Et allez, ça commence direct, on est dans la chambre avec un Gremlins qui nous balance des fléchettes à la gueule. Attraper, fléchette. Je n'y arrive pas, arg, je suis mort. Putain, mort à cause d'une seule fléchette. C'est un Babtou super fragile ce Billy, dans le film il s'en prend une dans l'épaule et ça lui fait ni chaud ni merde. Ah bon, il y a aussi une lampe de poche et du poulet dans la pièce. Prendre lampe de poche. Je meurs. On va pas être copains tous les deux. Utilise lampe de poche. Je ne connais pas ce mot utilise. Oh, ok. Allume la lampe de poche. Je meurs. C'est le premier écran du jeu. Évite fléchette. Vous évitez la fléchette et le gremlin s'en balance une autre. Évite fléchette. Vous évitez la fléchette et le gremlin en balance une autre. Évite fléchette. Vous évitez la fléchette et le gremlin s'en... Mais il a combien de fléchettes? Go down. Vous vous retrouvez dans le salon avec David Caruso en gremlin. Prendre épée. Ok. Tuer gremlin. Vous tuez le gremlin et sa tête vole dans la cheminée. Ah, voilà, là on rigole. Bon, go up. Alors, voilà mon connard. Donc tuer gremlin. Et je meurs. Bon, alors dans le salon, il y a aussi une télécommande et un sapin de Noël. Vais-je aller vérifier le sapin de Noël? Nah. Prendre télécommande. Allez, cuisine. Ah, et nous voici dans la cuisine avec un gremlin tout prêt à aller dans le mixeur. Allume mixeur. Ça marche pas. Appuie bouton. Oh, ok, j'ai fait exploser un gremlin dans le micro. C'est pas du tout ce que je voulais faire, mais ça passe. Appuie bouton. Rien. Appuie bouton. Enfin, le mixeur se met en marche. Comme j'ai vu le film, je sais que Gizmo est dans le linge, donc je vais essayer de récupérer Gizmo. Ouvre le linge. Essayez d'appuyer sur le bouton. Mais je fais que ça d'appuyer sur le bouton. Appuie bouton. Ça vient d'arrêter le mixeur. Qu'est-ce que j'en ai à branler du mixeur? Appuie bouton. Le tiroir s'ouvre. Ah bah enfin. Examiner. Linge. Il y a Gizmo. Prendre Gizmo. Vous avez Gizmo. Regardez Gizmo. Il a pas l'air super jouasse le Gizmo. Et en appuyant sur les boutons, ça ouvre le tiroir là où il y a un couteau et un machin pour allumer le gaz. J'ai maintenant un couteau. Allez salon. Allez en haut. Lance Gizmo. Somebody once told me the world is gonna roll me. Bon, en fait, il fallait balancer le couteau sur le gremlin, alors que ça aurait tout aussi bien marché avec le sabre dans la réalité, mais pas là. Et après, je vais pas vous faire le jeu en entier, mais une fois dehors, on peut visiter un peu la ville de Kingston Falls, mais on est assailli à chaque fois par une nuée de gremlins. Alors il faut se précipiter au bar pour attraper l'appareil photo, que tu dois mettre en marche à chaque fois, en faisant appuyer bouton pour faire fuir tous les gremlins, et en fait, le jeu est vraiment pas extraordinaire. Déjà, tu ne peux porter qu'un certain nombre d'objets, donc tu passes ton temps à laisser des trucs dans un coin pour revenir les chercher plus tard, mais du coup, tu dois faire une carte, parce que c'est vraiment pas intuitif,
genre dans le cinéma, alors que tu voudrais faire up pour aller dans la salle de projection, bah non, tu dois aller au sud. Et puis il va falloir en plus t'y habituer au cinéma, puisque toutes les 15 actions à peu près, hein, tu dois y retourner pour mettre le film en marche, histoire de tenir les Gremlins tranquilles. Surtout qu'au même moment, tu dois aussi aller chercher le chalumeau, que tu dois allumer avec le machin pour le gaz, sans oublier d'ouvrir la vanne, afin de saboter le chasse-neige, sinon les Gremlins le volent et t'écrasent avec. Et alors que toi, tu croyais pouvoir faire comme dans le film et faire exploser le cinéma, en fait non, ça sert à rien, parce qu'il faut en vérité démonter le courrier pour piquer des plaques de métal et parcourir tous les étages du grand magasin pour souder les plaques sur la ventilation afin d'y mettre ensuite tous les Gremlins et de faire enfin exploser le grand magasin. Sachant que tu dois quand même aller au plus vite, sinon ton chalumeau n'a plus de gaz et tu ne peux plus finir le jeu, tu meurs. Ce qui est assez con pour un machin censé te permettre à la base de faire tout ce que tu veux. Du coup, au contraire d'un Labyrinthe, par exemple, de LucasArts, qui te permettait au départ de faire tes propres choix, quitte à rentrer chez toi et rien faire, là tu te retrouves un peu restreint par les faibles possibilités s'offrant à toi. En fait, le jeu ne comporte qu'une vingtaine d'écrans, dont plus d'un tiers consacrés aux étages du grand magasin, et où tu ne fais que fermer des trappes. Et même s'il reste assez cool de revoir les lieux emblématiques du film, tu ne croises aucun autre personnage du long métrage, à part Gizmo, la ville semblant avoir été intégralement vidée de ses habitants. Non, c'est ultra linéaire, c'est vide, ouais, du coup le jeu pue la paresse et l'adaptation facile, ce qui est con quand tu sais que les jeux Marvel de la même compagnie sont carrément au-dessus niveau qualité, alors qu'ils avaient encore moins de temps pour les faire. C'est dommage, c'est une opportunité ratée. Bref, pendant que Chris Columbus peaufinait la 7ème version du script, dans laquelle Gizmo se transformait à la fin en papillon, s'envolant dans les airs sous une lumière divine en hurlant bye bye Billy, vinrent les sessions de casting. Pour le rôle de la Love Interest, ce fut Phoebe Cates qui fut engagée, malgré le refus du studio qui ne voulait pas d'une fille ayant déjà montré ses seins au cinéma. Ce à quoi Joe Dante répondit que justement cela permettrait de faire oublier tout ça, surtout qu'elle était contre ces scènes à la base, mais elle avait signé un contrat, et elle ne pouvait donc en aucun cas refuser, et la production ne voulait pas d'une doublure. Et effectivement, il faut dire qu'il avait raison, puisque dorénavant tout le monde se souvient non pas de Phoebe pour ses seins, mais pour les Gremlins, et son monologue du père dans la cheminée. Il avait voulu se déguiser en Père Noël. Il était monté sur le toit pour passer par la cheminée le soir de Noël, il avait les bras encombrés de cadeaux. Il voulait nous faire une surprise. Et par un prompt hasard, elle passa son casting le même jour que Zach Galligan, qui s'était déjà amouraché de la demoiselle lors d'un casting précédent pour le film Tempest. Et lorsque Spielberg visionna les cassettes des essais, celui-ci vit Zach poser sa tête sur l'épaule de l'actrice, ce qu'il prit pour un acte d'amour, et engagea les deux acteurs sur le champ. Ce qui tombait super bien pour Zach Galligan, puisque la sortie de son premier film au cinéma, nommé Nothing Lasts Forever, venait d'être annulée à tout jamais pour des raisons inconnues. We welcome you to home. Iki no matoki e ano toki ga akeba. Welcome to the moon. Welcome to the moon. Et une fois la 8ème version du script terminée, Spielberg se barra au Sri Lanka pour aller tourner son deuxième Indiana Jones, filant à Joe Dante une paix royale durant tout le tournage. Le seul moment où Spielberg revint un peu les faire chier fut quelques jours à la fin du tournage, quand Harrison Ford s'était pété le dos en chevauchant les éléphants, ce qui permit à Steven de non seulement modifier la fin en donnant tout le mérite de la mort de Stripe à Gizmo au lieu de Billy précédemment, et put également participer à une scène bourrée de caméos puisqu'on y voit Steven ici en train de regarder Poltergeist. On y voit également Robbie le robot de la planète interdite, le fabuleux Jerry Goldsmith, compositeur de la musique du film Gremlins, qui ne peut s'empêcher de lancer 2-3 regards caméra là, la doublure de Zach Galligan là, ainsi que la machine à voyager dans le temps du film de George Pal, qui disparaîtra quelques plans plus loin. Après, je dis pas que le tournage s'était déroulé sans accroc, hein. Déjà, non seulement la moindre scène durait des heures à cause de tous les inconvénients techniques, c'est-à-dire pour ça qu'on voit aussi accrocher Gizmo ici à une cible de fléchettes pour que l'équipe puisse se défouler sur cette satanée machinerie qui se grippait tout le temps, mais de plus, Chris Wallace chopa la grippe pendant le tournage, à cause de la fatigue. Il se fit aussi une entorse en allant chercher une marionnette, l'acteur Scott Brady, qui en était au moins à son 130e rôle de shérif au cinéma, fit un malaise à cause d'une maladie respiratoire, d'ailleurs il mourut quelques mois après le tournage. On peut voir rapidement ici que Zach Galligan avait la conjonctivite pour toute cette scène, d'ailleurs c'est une véritable tronçonneuse qui coupe à travers le bois, tout comme ici où c'est un véritable chasse-neige bousillant le décor, en étant attaché à un poteau pour qu'on soit certain qu'il puisse freiner. Et là, ici, Joe Dante avait bien
dit à Zach Galligan de ne surtout pas péter ce néon, mais cet abruti le fit quand même. Et si les deux cons là avaient touché l'un des deux câbles qu'on voit là, il serait de ce fait mort électrocuté. Et tant qu'on parle d'accident, ce scooter qu'on voit ici fut offert à Phoebe Cates durant le tournage. Et avec Zach Galligan, en s'amusant avec le véhicule, ils se prirent un câble tendu en pleine tronche. Un tournage pépère, on vous a dit. Et tant qu'on est dans les anecdotes, je m'étais toujours demandé quel était le jeu Atari qu'on voyait caché ici. Et bien sachez qu'il s'agit d'un volet de la saga Sword Quest, nommé Waterworld. Rien à voir avec le film, c'était le 3e chapitre d'un jeu qui devait en comporter 4, mais le dernier fut annulé, lui aussi, à cause de l'achat d'Atari par Tramiel. Et pour compliquer le tout, ce n'est même pas la jaquette officielle de Waterworld, mais la version prototype du jeu. Voilà. Et tant qu'on reste chez Tramiel, sachez que la veille du rachat d'Atari, le programmeur John Seegers venait tout juste de mettre la touche finale à un jeu Gremlins prévu pour sortir sur l'Atari 5200, une console sortie 2 années auparavant, mais Tramiel décida d'arrêter toute production pour la machine, et des milliers de cartouches de jeux Gremlins finirent au fin fond d'un entrepôt de la firme, avant de ressortir 2 années plus tard dans le commerce, soit bien après la sortie du film. Du coup j'en possède un, 9. Bon, c'est pas difficile à trouver, hein, personne n'en veut. Bon, après la légende est bien jolie, mais il faut aussi noter que le jeu sortit quand même en 1984 sur d'autres supports, tels l'IBM PC et le Commodore 64, et je vous aurais bien ouvert la boîte, mais comme je ne possède pas encore la console, eh ben je n'en vois pas trop l'utilité, du coup on va faire comme ça. Et le jeu commence... Et encore par une nouvelle musique. C'est normal. Et le sourire du Gremlins sur l'écran du début me fait curieusement penser à Don Corleone et son orange dans Le Parrain. Alors on peut jouer à 2 et choisir notre niveau pour débuter, sachant qu'on peut directement passer au 23e stage, mais on n'est pas des bêtes, commençons par le premier. Ici encore nous jouons Billy, qu'on retrouve probablement chez lui, entouré de mogwai avec de la bouffe qui traîne un peu partout parce que Billy est un gros dégueulasse. Si un mogwai rentre en contact avec de la bouffe, il se transforme très rapidement en un gremlins très mortel pour notre Billy, et s'il touche de la flotte, il se multiplie. Heureusement, notre héros possède également un sabre qu'il peut agiter à sa guise pour buter les gremlins, sachant qu'il ne peut pas tuer les mogwai parce que c'est quand même trop mignon. A noter que Billy peut également transporter un mogwai à la fois, qu'il doit mettre dans ce parc pour bébé là-bas, et qu'une fois tous les mogwai rangés et les gremlins butés, il y a un décompte des points et on passe à la nuit suivante. Le truc étant qu'on obtient 100 points à chaque fois qu'on tue un gremlins, mais que plus on sauve de mogwai, plus on gagne de points à la fin, et que chaque palier à 10 000 points, eh ben c'est une vie pour Billy de gagner. Et on risque d'en avoir bien besoin à cause d'une hitbox assez capricieuse. Dans les autres petites subtilités, notez qu'il n'est pas non plus nécessaire de vider tous les niveaux pour les terminer, puisque une fois que l'horloge atteint 6 heures ici en bas, le jour se lève tuant tous les animaux restants. Sachant que parfois la nuit commence à 5h du mat, parfois à minuit, ça change à chaque niveau, et quelquefois tu as même des niveaux avec seulement des mogwai, où le but est d'en attraper le plus possible avant que le jour ne se lève. Et inversement, tu as aussi des nuits où tu apparais au cœur d'une horde de gremlins, que tu dois exterminer. À cela s'ajoutent également les inventions du père Pelzer, avec la machine à popcorn qui envoie de la bouffe à l'autre bout de la pièce, ainsi qu'un frigo balançant des glaçons un peu partout, glaçons qui fondent et qui se transforment en flaques. A noter qu'un gremlins peut également s'amuser à piller le frigidaire, envoyant de la nourriture à ses congénères, et il reste tellement absorbé par le frigo que tu peux passer derrière son dos en toute tranquillité. Tu peux aussi ramasser la bouffe, ça mange pas de pain. Enfin, dans certains niveaux, tu as aussi des postes de télévision qui paralysent tout gremlin et mogwai à proximité. Au fur et à mesure des niveaux apparaissent également des murs qui te font certes faire des détours inutiles, mais te permettent également d'attirer les gremlins que tu peux buter à travers le mur en toute sécurité. En fait, le jeu est pas mauvais, juste répétitif. Surtout que, à passer les 30 premières nuits, à force de gagner des points facilement, tu finis par avoir une vie supplémentaire tous les 2 niveaux, ce qui augmente la facilité. J'ajoute également que tout comme le jeu sur Atari 2600, Billy possède des flashs paralysant les ennemis qu'il peut utiliser un peu quand il veut, flash que tu regagnes petit à petit également. Gremlins sur Atari 5200 n'est pas très difficile, les seuls moments où tu risques de perdre seront ceux où tu avais mal jugé les distances, et même si le jeu ne s'inspire que d'une seule scène du film, on retrouve sans problème toute l'ambiance du long métrage, et on éprouve un réel plaisir à trucider ces hordes de bestioles nuit après nuit, tout en tentant de récupérer un maximum de mogwai. D'ailleurs, j'avais oublié de noter, mais les gremlins peuvent également ouvrir la cage aux mogwai, les laissant s'échapper. Du coup, sur un concept assez basique, je trouve que le jeu s'en sort très bien, surtout pour une adaptation et surtout quand tu as joué à des machins similaires style Beetlejuice sur PC, sorti pourtant 10 ans plus tard, mais 10 fois moins bien. Pas un chef-d'œuvre certes, mais une bonne adaptation sympathique. Redondante, mais sympathique.
Ok, après 30 nuits, tu te demandes quand même comment Billy fait pour tenir, parce que surtout qu'il a un boulot la journée. Et tant qu'on est dans les références à d'autres de mes épisodes, notez que John Seegers, le créateur du jeu, travaillera plus tard sur l'Indiana Jones et la dernière croisade de Taito, sorti sur NES, dont j'avais parlé dans ma seconde partie sur les jeux Indiana Jones il y a quelques années. Bref, après 70 jours, le tournage avec acteurs était enfin terminé, laissant ensuite 2 mois durant lesquels furent tournées le reste des actions des marionnettes, donnant une première version du film atteignant les 111 minutes, qui fut ensuite raccourcie à 106 minutes, dégageant certaines histoires de personnages secondaires. Donc si vous vous demandez ce que devint Juge Reynolds à la moitié du film, il passe le reste de la nuit enfermé dans le coffre de la banque. Et puisque je vous tiens encore un peu et que c'est bientôt la fin, voici les quelques détails pour se la péter en société, comme le fait que si le film débute par le logo de la Warner, en vérité cela faisait plus de 10 ans que le logo de la société avait été remplacé par ce machin, un peu chelou, designé par Saul Bass, le type derrière les génériques de James Bond. Et Joe Dante insista pour remettre le vieux logo du studio, avec même Jerry Goldsmith reprenant le bon vieux thème des années 40. Le souci étant que Warner kiffa tellement l'idée qu'elle décida également de mettre le logo au début de la bande-annonce de l'Histoire sans fin, qui passait avant le film des Gremlins, tuant dans l'œuf l'effet escompté par Dante. Le vendeur chinois mystérieux est joué par Kei Luke, avec des lentilles de contact sur les yeux, que la vieille génération connaît sûrement pour avoir été le vieux maître dans la série Kung Fu avec David Carradine. Et moi je le connaissais surtout pour avoir été le grand-père du Chevalier Lumière avec Ernie Reyes Jr. Au cours de sa vie, il fut également le fils de Charlie Chan dans les vieux films racistes des années 30 et avait même designé le pamphlet souvenir du King Kong de 1933. Tandis que le petit-fils est interprété par John Louis, qui a fait plein de trucs nuls avant de devenir médecin. Papa Pelzer, lui, est joué par Hoyt Axton, que Joe Dante avait bien aimé dans Les Talons Noirs et qui a surtout connu une immense carrière dans la chanson country. D'ailleurs, en parlant de chansons, si la voix de Gizmo est interprétée par Howie Mandel, qui avait joué dans un sacré bordel de Black Edwards, tiens. Avec de nouveaux Kei Luke dedans, tiens, c'est marrant. La chanson de Gizmo, elle, est chantée par une jeune fille de 13 ans issue d'une chorale de la synagogue de Jerry Goldsmith, mais on ne saura jamais son nom, et j'espère qu'elle touche quand même des royalties pour la chanson. Et pour la version française, eh bien, c'est aussi Howie Mandel qui fait la voix de Gizmo, puisqu'il enregistra ses répliques dans toutes les langues possibles afin de garder la même voix. Dans les autres voix des Gremlins, notons également la présence de Frank Welker en Stripe qui conseilla Mandel pour le boulot et qui fait quasiment toutes les voix des animaux au cinéma. Et on retrouve également la voix de Michael Winslow dedans. Passez-moi ce truc-là. Dans les références un peu obscures, la présence du câble ici est due au fait que Walter Hill était également au même moment en train de tourner dans le même studio son film Les Rues de Feu, et une bâche géante était érigée non loin de là pour qu'il puisse tourner toutes les scènes de nuit du film en plein jour. La ville de Kingston Falls fait évidemment référence à la ville de Bedford Falls, de La Vie est belle de Capra, puisque les deux films se déroulent à Noël. Tu as également un extrait du film dans Les Gremlins, là dans la cuisine, et la plupart des acteurs estimaient que Gremlins était un mix entre La Vie est belle de Capra et Les Oiseaux d'Hitchcock. D'ailleurs, la vieille Madame Deagle est une référence au personnage joué par le grand-oncle de Drew Barrymore dans La Vie est belle, mixé avec la méchante sorcière de l'Ouest du Magicien d'Oz. Tant qu'on est chez Deagle, sachez que son bureau n'est ouvert que 45 minutes dans la journée, que sa maison est située dans les studios de la Warner juste en face de la maison des Geller dans Friends, et qu'on peut la voir dans d'autres films comme Monster Squad. Enfin, notez que tous ces chats sont nommés d'après des monnaies. Copec, tu veux arrêter, je te prie, tout ça. Méchant minou. Viens, mon bout de là. Et si vous vous demandez qui est le type sur le tableau, sachez qu'il s'agit de l'acteur Edward Arnold, qui jouait le corrompu Jim Tyler dans Mr. Smith au Sénat, toujours de Frank Capra. D'ailleurs, ce n'est pas la seule référence à Capra, puisque le film Emo the Magnificent, qu'on voit ici projeté dans la salle de biologie, est également une réalisation de Capra, avec l'acteur Richard Carlson ici qui jouait dans La créature du lagon noir. Tant qu'on est dans les castings, on voit ici Harry Carey Jr. qui jouait l'un des 3 cow-boys dans Retour vers le futur 3. Ici, c'est Dick Miller, l'acteur fétiche de Joe Dante, qui joue dans tous ses films et qui est marié, là dans Gremlins, à l'actrice Jackie Joseph, qui jouait déjà avec lui dans la première version de La Petite Boutique des Horreurs de Roger Corman. Tandis que Pete est joué par Corey Feldman, qui fera Bagou dans Les Goonies et qui était la même année au casting d'un autre film d'horreur avec Vendredi 13, chapitre final, qui ne sera pas le chapitre final.
Et tant qu'on est dans les films de 1984, Judge Reynolds, ici présent, et Jonathan Banks, là qui joue un policier, joueront tous les deux dans Le Flic de Beverly Hills quelques mois après. Ici c'est Kenneth Tobey qui joua dans La Chose de l'Autre Monde, le The Thing original. Et enfin mention spéciale à Jim McCreel qui rejoue exactement le même présentateur télé que dans Le Hurlement de Joe Dante. Hurlement dont on voit des images là dans la salle de cinéma à l'arrière. Les deux films ne se passant donc pas dans le même univers, même si on revoit le smiley jaune de Hurlement sur la porte du frigo. Frigo qui est rempli de bouffe ici, mais il faut savoir qu'il n'était pas branché du tout sur l'électricité. Et la bouffe fut oubliée pendant tout le reste du tournage. Je vous laisse imaginer l'odeur. En parlant d'odeur, il faut savoir que la scène du bar nécessita 3-4 jours de tournage, durant lesquels le décor fut noyé de bière, de bouffe et de tabac froid. Ce qui fait que le cri de Kate, là, est en réaction à un immense cafard traînant sur le bar. Et on a aussi l'apparition dans cette scène de deux musiques composées spécialement pour le film. Out Out de Peter Gabriel, ainsi que Mega Madness qui fut composé par Michael Sambello qui avait également fait la musique de Flashdance, d'où la parodie. Toujours dans le bar, lors du caméo de Chuck Jones, notez qu'il est en train de regarder For Sentimental Reason, l'un de ses propres dessins animés qui fut oscarisé. Et dans les références un peu plus subtiles, Dr Fantasy Comics, là, est une référence hyper obscure au producteur Frank Marshall, puisque c'était son nom de magicien avant sa carrière au cinéma. C'est aussi pour cela que le nom apparaît également dans Indiana Jones et la dernière croisade, puisqu'il est aussi producteur du film. Et qui produisit également le film de la 4e dimension. Et là, le panneau d'oxygène 90 derrière Hoyt était accroché en fait sur la porte des studios, pour pouvoir éloigner les curieux. On peut voir ici aussi un piranha dessiné par Joe Dante, d'où la référence au film Piranha. Et tant qu'on est dans les dessins rigolos, ici t'as un portrait par Joe Dante de l'acteur Lon Chaney Jr. qui jouait le loup-garou dans les vieux films d'Universal. Là, le carnet est rempli des vraies notes de production de Gremlins, avec le budget du film et tout. Le livre qu'on voit sur la table de chevet est l'un des nombreux bouquins sur le golf écrits par Joe Dante Sr., joueur professionnel et papa de Joe Dante. Tandis que le docteur Dante sur le disque n'a rien à voir avec la famille, c'était l'un des nombreux surnoms de Ronald Pellar, aussi appelé Ron Dante, un hypnotiseur escroc qui épousa notamment l'actrice Lana Turner et lui choura pour $100 000 en bijouterie. Il fut également condamné à 67 mois de prison et engagea un tueur pour se débarrasser d'un concurrent. Ici, on peut voir un extrait de l'invasion des profanateurs de Don Siegel, film dont Dante fait toujours référence et qui, bien évidemment, ici est utilisé en tant que foreshadowing pour l'éclosion des Gremlins que l'on verra tout à l'heure. J'ajoute aussi que les cocons sont inspirés du film Alien de Ridley Scott. Je vous rappelle que le film Alien était un Gremlins dans l'espace. Là, le passage avec le Père Noël est tiré d'une vieille émission américaine présentée par Red Skelton, tandis que Cocorico, c'est Orphée de Jean Cocteau qu'on voit sur la même télé. Il nous reste encore un mois. Écouterez-vous, Orphée? Évidemment, on peut apercevoir des peluches Looney Tunes dans les rayons du magasin, mais également une peluche E.T. et ainsi qu'une plante Trifide. Là, obscure référence à la révolte des Trifides, un film d'horreur de 1962 adapté du roman éponyme où tu vois les mêmes plantes. Enfin, même le poster de Gremlins comporte un easter egg, puisqu'en zoomant très fort sur le bouton jean, on peut apercevoir le logo en blanc. Et puisqu'on est dans les détails un peu cons, à noter que Zagaligan garde sa bouche ouverte quasiment tout le film. Que là on peut voir qu'il est pété de rire lors du passage avec le jus d'orange. Là on peut d'ailleurs aussi voir le marionnettiste planqué dans le sapin. Et là on voit carrément le reflet d'un cadreur dans l'image avec le rail de travelling là. Et pour cette scène, Mushroom, le vrai nom du chien, apparaît à la fois à côté de Gizmo et également dans l'escalier, puisque ce sont ces poils là qu'on voit ici. Et malgré ces petits défauts, si le studio avait au départ strictement rien à branler des Gremlins, les premières projections tests furent tellement enthousiaste que la Warner prit trop confiance, et alors que le film était censé sortir pour Noël, le studio voulut faire comme les Dents de la Mer et programma la sortie pour l'été, c'est-à-dire le 6 juin 1984, juste en face d'un petit film nommé SOS Fantôme, battant les Gremlins à chaque séance, sauf pour New York, où le film de Dante atteignit des records. Le tournage de Ghostbusters avait tellement fait chier les New-Yorkais qu'ils ne voulaient absolument pas voir le film. Et c'est pour cela, à mon avis, que la suite de Gremlins se déroula à New York, histoire de bien brosser les spectateurs dans le sens du poil. Nonobstant cette concurrence, le film fit tout de même un succès, remportant $150 millions au total sur le sol américain, multipliant par 10 son budget de base et lançant une vague de merchandising à la con avec peluches par million et même des céréales au goût de polystyrène, il paraît. Évidemment, la Warner lança une suite dans la foulée, mais Joe Dante déclara qu'on ne lui reprendrait plus à travailler sur un film comme celui-là, et la Warner lui confia alors les rênes d'un tout nouveau Batman au cinéma, sur un scénario de Tom Mankiewicz
est prévu pour sortir en 1986. Dante parviendra-t-il à réaliser Batman avec John Lithgow dans le rôle du Joker, ou réalisera-t-il la version filmique des Pierres à feu écrite par Steven de Souza? Vous le saurez une prochaine fois.